Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Tapa, docteur Etoa, Jonathan Batengene, et nous prenons tout de suite la direction de Yaoundé où nous attend Mephisto Ndi. Bonsoir Mephisto, vous avez travaillé pendant longtemps avec Paul-Éric Kingué. Dites-nous, qu'est-ce que vous gardez de lui, surtout cette fameuse journée du 26 janvier 2019. Vous étiez avec Paul-Éric Kingué. Oui, bonsoir Serge, bonsoir à beaucoup d'analystes, bonsoir aux nombreux spectateurs. Effectivement, j'ai travaillé avec Paul-Éric pendant pratiquement 4 ans. Nous avons se mis ensemble dans le personne conseiller et le chargé de la communication du parti. Ce que j'ai retenu de Paul-Éric, c'est que c'était un homme courageux. C'était un homme qui était droit sur ses bottes. C'était un homme qui était... On va revenir, on va permettre à la technique de revoir ce petit problème avec Yaoundé. Voilà, sur ce plateau, Jonathan Batengene, qu'est-ce que vous retenez de l'homme, le directeur de campagne, le maire, ou bien autre chose? D'abord, mes condoléances à la famille du Romain et Proloré. C'est une situation triste pour l'ensemble de la classe politique camerounaise. C'est un coup dur pour la nation camerounaise que de perdre un si grand homme. Monsieur Paul-Éric Kingué était quelqu'un, lorsque j'ai eu à le côtoyer l'une des rares fois sur un plateau de télé, c'était quelqu'un qui avait une hargne particulière, il avait un charisme naturel, il avait la capacité d'analyser les situations les plus complexes avec lucidité, mais surtout il était passionné par son engagement pour les populations et surtout celle de Njombe Penja pour lesquelles il s'est battu. Pendant la campagne présidentielle 2018, il nous a offert une très belle campagne aux côtés du président du MRC, Maurice Kamto. Il a mené de main de maître cette campagne. Il a d'ailleurs réussi à créer une sensation auprès de plusieurs personnes qui ont cru au discours du président du MRC. Et il s'est illustré là comme étant un acteur politique de premier plan. Avec, en début d'année, on a tous observé, depuis la fin d'année dernière, quand il a été élu, on a observé qu'il avait pris fait et cause pour la décentralisation. Ouais. Il était le cheval de bataille même, il était celui-là qui était à l'avant-garde de ce combat. Une question se pose, qui va pouvoir succéder à Paul-Éric Kingué, le grand maire de peut-être pas succéder. On a vu le maire de Douala Premier, Jean-Jacques Lengue Malapa, batailler aussi dur pour le respect. Ce sera difficile. Pour le respect du code général pour les collectivités territoriales décentralisées. Peut-être des gens vont suivre. Il y a le maire de Fumban aussi, Patricia Tomaino Ndamjoya, qui ont quand même fait... Il y a le maire de Fumban, il y a le maire de Douala Premier, avec Paul-Éric Kingué. Ces 3 maires ont quand même fait bouger les lignes. On attend de pour voir, le respect de ce code. On attend de voir s'ils auront la hauteur du maire Paul-Éric Kingué, parce que c'était un monstre dans la tanière des maires au Cameroun. C'était vraiment celui-là qui avait la stature nécessaire pour porter ce type de combat. Les autres, peut-être le maire Tomaino sera un exemple, peut-être elle va suivre l'exemple, mais avec le maire du RDPC de Douala Premier, il peut se battre. Il y a la discipline du parti qui va le rattraper, malheureusement. Comment ça? Vous avez vu ce qui s'est passé pour les écoles oui, vous maternelles. avez vu, vous savez, là-bas, il y a la discipline du parti. Il ne peut pas décoller jusqu'à un certain niveau. Or, avec le maire Paul-Éric Kingué, ça allait dans tous les sens. On a vu comment il a stoppé les camions qui transportent la poselane, qui quittent Njombe. Il était tellement engagé que parfois on avait l'impression que quand Paul-Éric Kingué porte une cause, cette cause va prospérer. D'ailleurs, au sorti de l'émission, il avait été appelé par plusieurs maires parce qu'il défendait les carrières de Njombe Penja. Oui. Et ceux-là, qui étaient certains même du parti au pouvoir, lui disaient « Courage, nous sommes avec toi ». Malheureusement, officiellement, il n'affichait pas cette sympathie et ce soutien pour le maire de Njombe Penja. Mais c'était vraiment l'homme
qui portaient le combat de la décentralisation dans notre pays. Ok, docteur Tapa, connu pour les King. Oui. Connu le directeur de campagne du MRC, le maire de Djombe Pendja, ou bien ce maire-là qui a affronté, on va le dire comme ça, le préfet du Mongo par rapport aux carrières de Pouzolan de Djombe Pendja. Je l'ai connu comme un citoyen qui défendait des causes justes. C'est dommage, on parle aujourd'hui par rapport à quelqu'un qui est décédé. Et déjà, j'adresse mes condoléances à la famille et je pense que c'est une très grosse perte pour la nation. On peut ne pas aimer les gens, on peut ne pas s'aimer entre nous, mais on a besoin quand même de contribuer tous à l'évolution de notre pays. Ceci dit, j'adresse une fois de plus mes condoléances et je pense qu'on aura assez de courage pour surmonter cette étape. Ok. Voilà. Docteur, et toi? Oui. Disons que je n'ai pas personnellement connu le défunt, mais comme tout citoyen, j'ai eu connaissance d'un certain nombre de combats qu'il menait. Et je pense que la société se construit et évolue parfois avec des personnes disruptives, des personnes qui, entre guillemets, sont taxées d'indisciplinés, mais qui font bouger en réalité les lignes. Donc c'est une grande perte pour notre pays. Et j'ai bien envie de dire, pour revenir peut-être au sujet que nous avons traité aujourd'hui, que nous devons continuer de faire de la prévention, de travailler énormément pour qu'on ne revienne pas à règlement à des émissions comme ça, à rendre hommage à des personnalités qui nous ont quittés assez tôt. Ok, on va également prendre l'avis, le témoignage du professeur Jean-Théo Prévost. Je sais quand même que vous connaissez l'homme, professeur Jean-Théo Prévost. Voilà, Jean-Théo Prévost, il n'est pas là. Bon, vous dites que c'est un coup sur la décentralisation, c'est un sérieux coup. Ceux qui traînent la patte, qui ne veulent pas lâcher, là, se disent que bon, voilà, ils peuvent dormir tranquille parce que Paul-Éric n'est plus là. Vous savez, il y a une pensée, on ne se réjouit pas de la mort de quelqu'un, mais il y a une pensée un peu anodine comme ça qui m'est passée à l'esprit. C'est s'il fallait dans la peau des ministres qui piétinent la décentralisation, quel est leur sentiment actuellement qu'ils ont appris que Paul-Éric King est décédé? Certainement, il y a un coup de soulagement. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui avait pris fait et cause pour la décentralisation dans notre pays. L'implémentation. D'ailleurs, quand on a terminé l'émission ce jour, il était voir le Premier ministre et le Premier ministre lui a dit, vous avez raison, monsieur le maire, mais ce n'est pas une situation aussi simple. Il faut ramener certains collègues, certains membres du gouvernement à la raison, les amener à travailler dans le sens souhaité par le chef de l'État. Donc, il avait reçu les assurances du Premier ministre, la confiance du Premier ministre. Il était donc dans une position où il pouvait faire pencher la balance en faveur des maires. Est-ce qu'il était suivi par les autres maires, que ce soit de l'opposition ou bien même du parti au pouvoir? C'est la grande question. Ceux qui l'ont suivi, peut-être, pourront porter le flambeau de ce combat, mais à son absence, là, c'est un coup dur. Et il y avait aussi la carrure de l'homme. On sait que Paul-Éric King est allé en prison pour la question même de la décentralisation avec l'affaire des plantations de PHP. Donc, Paul-Éric King avait déjà pris des coups, des sérieux coups. Il était sorti de cette situation plus fort. Il a gagné les procès et on se disait qu'avec cette perspective, le maire Paul-Éric King était le meilleur combattant qui pouvait nous apporter une victoire cette fois-là des élus locaux sur le pouvoir hautement centralisé qui veut conserver ses prérogatives. Voilà, merci. On va revenir donc à notre sujet. Il y a un pays qui fait parler de lui ces derniers temps, c'est Israël. Docteur Tapa, population vaccinée,
Tandis qu'il y en a qui parlent de reconfinement. En Israël, on parle de déconfinement. Les images sont là, elles sont parlantes. Les Israéliens sont contents, on les voit dans la rue. Se baladent avec des masques, mais les restrictions là-bas, on est en train de les lever. Hein. Oui, je crois. Parce qu'Israël n'est pas un exemple. C'est un exemple, on ne peut pas le contester. Comment on en arrive là? C'est la gestion d'une crise. Oui. Comment vous gérez la crise à votre niveau? Ce n'est pas un cas de figure généralisable. C'est par contexte. Oui. Parce que la santé est avant tout environnementale. Vous ne pouvez pas la gérer au Cameroun comme en Israël. Oui. Ils ont des moyens que nous n'avons pas. Quand on parle de vacciner les populations, ils ont des moyens que nous n'avons pas. Ils ont une évolution dans le domaine que nous n'avons pas. Par contre, confinement ou déconfinement, ça dépend des contextes. Si par exemple, dans notre contexte, on se dit que le confinement, c'est une solution, ce sera une catastrophe, ça c'est sûr, pour des gens qui vivent au jour le jour. Vous ne pouvez pas demander à une population qui mange au jour le jour de se confiner du jour au lendemain, c'est très difficile. Mais si on prend compte de ce contexte, on peut trouver des solutions locales qui peuvent nous avancer vers autre chose. Mais il faut retenir ici le sérieux dans la gestion des épidémies dans ces pays. On parle de reconfinement ailleurs, c'est leur solution, je ne sais pas, qui tient compte peut-être de la mentalité locale ou des cultures locales. Mais ils ont les moyens de se confiner peut-être, et ça c'est différent. Donc avant qu'on ne saute sur l'appréciation d'une méthode ou d'une autre, il faut juger les moyens que les gens mettent d'accompagnement pour arriver à ces fins. Toujours est-il que sur le plan santé maintenant, le confinement n'est pas une solution, c'est pas une solution qui peut consolider l'organisme à lutter contre une épidémie. Il faut trouver les moyens de laisser les gens s'épanouir tout en se protégeant, c'est la meilleure solution. Docteur, et toi, sur ce qui se passe en Israël? Ce qui se passe en Israël enseigne au moins 3 leçons. La première leçon, c'est d'abord dans l'anticipation. Parce que Israël a été, pendant qu'il y avait encore les débats sur les vaccins, a payé ces vaccins dans les laboratoires. C'est-à-dire que c'était même pas encore mis au point. Et ils ont payé 4 fois le prix d'un vaccin. Donc ils ont anticipé. Et quand les autres pays sont arrivés pour prendre des commandes, les laboratoires c'était déjà complet parce qu'Israël avait déjà pris un certain nombre de doses pour sa population. Le deuxième enseignement, c'est la discipline. C'est-à-dire qu'Israël est un pays discipliné et qui a la culture du risque. En Israël, tous les enfants, même les enfants, sont éduqués au risque. C'est-à-dire qu'ils savent qu'une bombe peut arriver à tout moment et les maisons elles sont confectionnées et tout ça pour que à tout moment quand il y a une alerte. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont également cette discipline sur la gestion de la crise sanitaire. Le troisième enseignement, c'est que effectivement les vaccins marchent. On est dans une polémique, faut-il aller l'exemple d'Israël qui n'a vacciné pour l'instant que 40% de sa population montre effectivement que les vaccins ça marche et on peut dupliquer cet exemple dans un certain nombre de pays. Quand le débat, parfois dans les plateaux, on dit est-ce que le vaccin est une solution locale et tout, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'on ne peut pas opposer le vaccin aux solutions locales. Quand il y a une crise, quand il y a une guerre, toutes les armes sont utiles. C'est-à-dire que effectivement, même les non conventionnels, si un type est en train de vous taper et que vous avez un caillou, vous lui jetez d'abord le caillou avant de voir. Donc vous avez le vaccin, vous avez les solutions locales que chacun individuellement, dans le cadre du pluralisme thérapeutique, peut prendre. Mais dans le cadre des politiques publiques, vous devez mettre en place, vous devez offrir pour l'instant la solution qui semble donner un certain nombre d'espoirs, la vaccination. Peut-être pas l'obliger, mais mettre au moins les personnes, pour mettre les gens, les citoyens à égalité. Ceux qui ne veulent pas le vaccin, mais également ceux qui le veulent, ils doivent chacun avoir donc son voilà, Jonathan, rapidement, on va aller au Canada sur, on va dire, la réussite israélienne.
la réussite israélienne, mais je veux pas jeter un bémol, hein, je veux juste montrer que il y a eu la réussite chinoise bien avant, qui n'était pas vaccinale, qui était la réussite d'un système discipliné, préventif, où des mesures telles que celles qu'on applique aujourd'hui dans certains pays comme le nôtre ont marché. Donc, il y a des modèles de plus en plus qui sont efficaces, qui sont en train d'être mis en exergue. Et au fur et à mesure, on apprend comment mieux lutter contre la Covid. C'est ce que, de manière globale, on peut retenir. On ne va pas dire que forcément parce que Israël a vacciné, c'est la raison pour laquelle il faut savoir qu'il y a une grande discipline dans le dispositif d'Israël. Et cette discipline peut aussi avoir été pour quelque chose, parce que la Chine n'a été que disciplinée, ça a résolu le problème. Donc on ne devrait pas éviter. Ce que je voulais lever, et depuis je le répète, c'est les disparités sociales qui sont en train d'être créées avec la question du vaccin. Ouais. Et l'intrusion de la question vaccinale sur les libertés fondamentales des individus. Parce que créer un passeport vaccinal, ça peut avoir un impact d'effet dissuasif ou bien d'effet contraignant sur le vaccin. C'est-à-dire dire à un individu, si tu n'es pas vacciné, tu ne peux plus entrer en contact avec une partie de l'humanité. En ce moment, ça devient une intrusion sur les libertés et c'est contraire déjà à la Charte des Nations Unies pour les libertés fondamentales. Okay. Merci. Professeur Djatchou, depuis Montréal, comment comprendre, toujours par rapport à Israël, comment comprendre que lorsque nous on parle de deuxième vague un peu partout dans le monde, Israël déconfine alors que les autres reconfinent? Oui. La raison en est simple, c'est ils ont mis en place une politique vaccinale très agressive, très rigoureuse et très efficace. Parce que pour arriver justement à retrouver une vie normale, il faut deux choses. Soit que le virus soit complètement absent du territoire, et c'est ce que certains pays comme la Nouvelle-Zélande ont, ou l'Australie, soit faire comme Israël, vacciner le maximum de population pour que à ce moment-là, il y ait moins de probabilité de circuler le virus entre des personnes non immunisées. Et cette approche agressive, c'est un rêve que beaucoup de pays veulent atteindre. Nous, au Canada, par exemple, on est encore un peu loin, mais on avance à grands pas. On a reçu plus d'1,5 milliard de doses, plus d'1,5 million doses de vaccins AstraZeneca qui vont être administrés. On vaccine beaucoup avec Pfizer et Moderna, qui sont les deux qui ont permis actuellement de vacciner plus de 6,8% de la population. Et dans les groupes à risque, comme les personnes adultes âgées vivant en collectivité, près de 90%. Donc ce processus, c'est un processus qui est long, qui est rigoureux, mais ça prend la collaboration des personnes concernées. Par exemple, pour les soignants, par rapport à il y a 2 semaines, on était sur ce même plateau, je vais vous donner des chiffres de 50%. Là, cette semaine, on approche les 70% des travailleurs de la santé qui ont reçu au moins une dose. Donc, il y a de la volonté à mettre derrière ça, de la rigueur et aussi quelque chose d'important, la traçabilité pour permettre de faire le suivi. Voilà, merci professeur Djatchou d'avoir une fois de plus été avec nous. On va terminer avec, je vois là, Mephistondi, vous étiez en train de nous rappeler vos souvenirs avec Paul-Éric Nguyen. Il y a surtout cette journée du 26 janvier 2019 à Yaoundé. Oui, Serge Alain, il faut savoir que c'est un homme dévasté qui vous parle ce soir. J'ai perdu un grand frère, un ami, un parent en politique, un mentor. C'est Paul-Éric qui m'a appris totalement tout ce que je peux faire en politique aujourd'hui. En parlant précisément de cette journée du 26 janvier 2019, effectivement, lui et moi, nous étions déjeuner à un restaurant sur la nouvelle route Bastos, Tchopéam, ou en l'occurrence, sans publicité, bien sûr. Et ce jour-là, en regardant les images de Douala, quand on annonçait sur Facebook qu'on a tiré sur Célestin Diamène, que nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on quitte un lieu public et que si, effectivement, il fallait qu'on nous arrête, même s'il avait déjà annoncé
au préalable qu'il ne participerait pas à la marche parce qu'il n'y avait pas été convié. Vous-même, vous savez que le climat devenait de plus en plus morose entre lui et son allié. Donc, ce jour-là, nous sommes partis et c'était au niveau de Dorf Bastos qu'on nous avait interpellés. J'étais effectivement au volant de son véhicule. Lui, il était assis à bord parce que j'avais laissé mon véhicule garé à Diop-et-Yamou. Donc, pour vous dire que Paul-Éric Ngué et moi, nous avons été très proches. On a échangé. Nous avons eu notre dernière conversation au téléphone, notre dernier échange téléphonique, c'était vendredi. Je croyais que, compte tenu de ce qu'il m'avait laissé comme espoir que ça pouvait aller, je croyais qu'il allait se relever. Malheureusement, ça n'a pas été. Mais ce que je garde de lui, c'est que c'était un homme courageux. C'était un homme qui avait horreur de l'injustice. Je voudrais que les Camerounais le sachent. Paul-Éric Ngué avait horreur de l'injustice et il me disait toujours, je défendais la vérité jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je vais également dire aux Camerounais que Paul-Éric Ngué a cru à la décentralisation. Il a cru fermement à la décentralisation et il savait que c'était le couloir par lequel il fallait passer pour développer les localités. Et vous-même, vous pouvez le constater. Si vous allez aujourd'hui à Diobé-Pendja, vous allez constater que Diobé-Pendja est en chantier. Il a annoncé il y a de cela à peu près 3 semaines qu'il mettait Diobé-Pendja en chantier et effectivement, il a mis Diobé-Pendja en chantier. Donc, c'est un acteur politique majeur qui nous quitte et vous pouvez imaginer que ce départ prématuré est à l'image pratiquement d'un tsunami, d'un séisme politique à une échelle jamais constatée. Parce que Paul-Éric Ngué, croyez-moi, il avait du cœur. Il avait la détermination, il avait l'amour pour ce pays. Il a eu des propositions de partir de ce pays après tout ce que vous connaissez comme problème qu'il a eu. Mais il a décidé de rester au Cameroun. Il avait dit, j'aime mon pays, je resterai dans mon pays, je travaillerai pour mon pays. Et je crois qu'il y a quelque chose à faire pour que les Camerounais sachent qu'il était possible, malgré le climat politique encerclé par tout ce que vous savez, il était possible de prouver quelque chose. Et vraiment, c'est un fils dévasté qui vous parle ce soir. Cette nouvelle-là, je l'ai accueillie vraiment avec toute la douleur et la consternation que vous pouvez imaginer. Je souhaite mes sincères condoléances à sa famille nucléaire. Nous qui sommes ses camarades politiques, je crois que nous avons matière à poursuivre le combat qu'il a commencé à mener parce que des combats, il en avait et suffisamment. Donc, c'est tout ce que je pouvais vous dire parlant de Paul-Éric Ngué, ce grand homme politique qui laisse un grand vide. Merci, Mephisto Di. Dans la famille politique. Donc, vraiment navré pour tout. Je demande pardon à tous ceux qu'il a pu blesser dans ces combats. Vous savez, en politique, il n'y a pas que des bons points, il y a aussi des mauvais points. Donc, je demande pardon à tous ceux que Paul-Éric Ngué a pu heurter, qu'il considère que c'était des combats politiques adossés sur des convictions. Donc, que Paul-Éric Ngué repose en paix. Merci Mephisto Di, merci également au professeur Jantou. Merci à vous, Jonathan Batengene. Merci, docteur Etoa. Merci. Vous avez toujours répondu présent aux invitations. Merci beaucoup pour cela. Merci, docteur. Merci. C'est que quand vous êtes au Cameroun, vous répondez toujours présent. Hein, merci. Aux invitations Equinoxoir. Merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinoxoir. Merci à vous également, hein, chers téléspectateurs, d'être restés une fois de plus devant votre petit écran pour rendez-vous. Equinoxoir, émission d'utilité publique. Bonsoir, Diobé-Pendja.